Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie, le mal de vivre. 1. 11 septembre 1951. Le ciel est rouge chagrin. Dans le silence bleu de l'été, je regarde le ciel angevin. Recroquevillé dans un panier en osier qui me sert de berceau, comme tout nourrisson je babille de bonheur. En cet instant tout est suspendu. La beauté de l'azur céleste immaculé et sans nuages, la caresse de la brise et le vol des oiseaux. L'air que je respire enfle mes poumons. Paisible, je tête le tissu en coton blanc de ma barboteuse. J'ai 10 semaines. Je me sens bien si bien. Ce souffle, cet oxygène mystérieux me pénètre et me nourrit, je souris. Mes parents travaillent au champ. Bientôt je vais retrouver le sein généreux de maman, les grandes mains charnues de travailleurs de papa qui hurlent de joie quand il me soulève jusqu'à son visage pour me dire « Ma petite sucrète, tu es mon soleil ». Ma petite sucrète est le surnom longtemps employé par mes frères pour me dire que j'étais la privilégiée. Après la procréation de 4 fils, ma naissance a permis à mes parents d'exprimer avec plus de force ce qui les unit. Un peu comme quand un cinéaste change de pellicule, abandonne le noir et blanc pour la couleur, ou quand un écrivain préfère soudain écrire en lettres capitales. D'un seul coup l'évidence aveugle. On goûte la béatitude presque sans raison. C'est d'ailleurs la magie de la félicité. Elle n'a nul besoin d'explication, elle est. On la respire, on la ressent. On pourrait presque la toucher, comme moi avec ce mouchoir de ciel au-dessus de ma tête. Si je tendais mes petits bras potelés, peut-être pourrais-je en saisir un morceau. J'ai 10 semaines, pas encore 3 mois. Mais je me sens déjà en harmonie, en amour avec la vie. Soudain, couvrant la mélodie de mes gazouillis, une clameur, un cri assombrit l'horizon. Sans savoir pourquoi, je me mets à pleurer. Les personnes tout autour s'agitent, courent dans tous les sens. Franck, mon frère aîné, me remarque et saisit mon berceau de fortune pour le mettre à l'écart du passage. Je le regarde. J'aimerais lui demander les raisons de cette agitation. Ses yeux reflètent un sentiment que j'ignore, mais je parviens à lire en eux un grand désarroi. Je reviens Serette, je reviens. Reste sage. Il est vrai que je n'ai pas d'autre choix, ni d'autre moyen. Dans ma bulle, le temps s'éternise d'autant plus qu'il me livre à l'inconnu. Noiro, le chien de la maison, s'ébroue, gigote, pose sa truffe sur mon visage et gémit. En quête de réconfort, il essaie de me bouger. Ses contorsions ne parviennent qu'à renverser ma couche. Me retrouvant face contre terre, j'aperçois ce qui m'était caché. Des grandes personnes à la mine catastrophée qui murmurent qu'il s'est produit un accident. Dans le vacarme, je discerne les pleurs de ma mère. La peine de maman devient plus présente, oppressante. Elle m'étouffe. Je hurle. À l'instant où j'émets ce hurlement, je me sens aspiré par un trou béant, noir, immense comme le néant. Sans défense, je me laisse couler. Je ne sais pas encore que cette longue descente aux enfers va annexer la quasi-totalité de mon existence jusqu'à ma renaissance, de longues années plus tard. Je ne peux pas affirmer que tout se soit passé ainsi. À quelques détails près cependant, cela y ressemble fort. Il y a eu un drame dans notre famille. Tué par le Montepaille, mon père s'est éteint alors que je venais de naître. Sa disparition a provoqué un changement de vie radical. À force de voir cet accident et de le vivre chaque jour dans les yeux de ma mère, il est devenu mien. Il fut la source de mon mal de vivre. Ce n'est la faute de personne. Le destin a frappé. Comme il frappe de nombreuses vies. Certains ont la capacité, le don, la possibilité de rebondir. Quelques malheureux ne l'ont pas ou alors plus lentement, beaucoup plus lentement. C'est pour eux que je désire témoigner afin que mon vécu ne demeure pas lettre morte, et ouvre une porte vers l'espoir. Quel que soit le chemin, la durée de la quête, au bout d'un tunnel, il y a toujours une issue vers la lumière, vers l'air libre et une nouvelle existence. Il suffit d'y croire, de s'accrocher à cette espérance ou à défaut, de se le répéter, répéter jusqu'à ce que cela résonne comme une évidence en soi. 2. La nébuleuse du néant autour de l'être. La vie m'est insupportable, pardonnez-moi, a écrit Dalida juste avant de se donner la mort en 1987. Je me souviens. Ces mots m'avaient percuté. J'étais en plein dedans.
Je pensais la même chose, j'espérais la même fin. J'enviais la chanteuse d'avoir réussi à mourir, d'avoir osé. Moi, je me jugeais lâche de ne pas y arriver. Pendant des dizaines d'années, j'avais détesté la vie et surtout la mienne. Je souffrais d'un mal inconnu qui semblait ne pas exister ailleurs. Telle une extraterrestre, j'errais seule, en marge de cette société. Pas socialement, mais mentalement. Souvent je me voyais suspendue à un fil, à l'écart des autres, à l'écart de ma propre famille. Appartenant à un monde lointain et étrange, je parlais la même langue que les autres. Pourtant je ne me sentais ni comprise ni entendue par eux. Les mots que je prononçais semblaient avoir un sens plus singulier que les mêmes employés par mes concitoyens. Nous ne nous comprenions pas, nous ne communiquions pas. J'avais l'impression d'habiter un pays qui parlait une langue différente de la mienne, et que je ne maîtrisais pas. Je cherchais dans les livres, j'allais voir des professionnels, des médecins, des psys de toutes sortes, psychothérapeutes, psychiatres. Mais leur savoir ne m'aidait pas, leurs mots non plus. Je n'arrivais pas à entrer en communication avec les êtres que je côtoyais. Je croyais être la seule au monde à vivre cela. Parfois je me disais que j'avais un cancer de l'âme. Invisible, impalpable et par conséquent incurable. Je me condamnais à me résigner et à me soumettre à cette fatalité. Inséparable de mon être, la souffrance m'habitait. Rien ne pouvait l'endiguer. J'avais mal. Vivant dans la hantise que l'on m'envoie en HP, en hôpital psychiatrique, pour le reste de ma vie, j'avais cette peur de ne plus m'appartenir et de voir mon mal s'envenimer encore plus. La majeure partie du temps, face aux gens qui m'approchaient, je me sentais en totale insécurité et en danger. Un faux pas, et je prenais le risque d'être mangée sans pouvoir réagir. J'avais mal certes, mais je n'étais pas dépendante. Je combattais. Une partie de moi gardait espoir. Dissimulée derrière un masque pour donner le change aux regards extérieurs et leur faire croire que j'allais bien, je m'assumais pleinement. J'avoue y avoir réussi plutôt bien. Cette force a permis de m'investir dans ma profession et d'y trouver une satisfaction. Le mal de vivre m'habitait, mais mes occupations me permettaient de le mettre entre parenthèses. Je l'ai d'ailleurs souvent répété. Le premier bon pansement à ce mal-être fut le travail. Professionnellement, je m'intégrais sans difficulté. Dans le faire et l'action, avec les autres, il n'y avait pas de problème, je réalisais les tâches demandées. À mon niveau, j'y parvenais sans peine, voire avec une relative aisance. Cela me permettait de me sentir reconnue et d'avancer malgré mon handicap moral. Sur un plan plus personnel, ce mal de vivre appartenant à l'être réduisait à néant mes tentatives de rejoindre l'autre. Comment l'aurais-je atteint, ne sachant pas moi-même me reconnaître en vérité? J'avançais donc, la plupart du temps dépressive, avec une forte envie de mourir. Lors de ma prière du soir, je ne manquais jamais d'implorer ma mort. Cependant, je ne voulais pas m'avouer vaincue, je cherchais une solution à mon problème. Attentive à ce que j'entendais, à ce que je voyais, à ce que je lisais, je cherchais ce qui pourrait changer ma vie et surtout m'apprendre à mieux vivre. La compétence des spécialistes que je respecte n'a jamais résonné en moi. Au contraire, elle me faisait peur. J'avais besoin d'un professionnel de l'âme. Quand on cherche, on trouve toujours. Après de longues recherches, j'ai réussi à trouver ma voie. Aujourd'hui, écrire mon histoire, m'adresser à tous ceux qui souffrent moralement et qui n'arrivent pas à en sortir s'impose. Je ne prétends pas avoir trouvé de vérité universelle, mais j'ai trouvé une solution qui sort des sentiers battus de la médecine, de la psychiatrie ou de la psychologie. Je souhaite la faire connaître. J'ai besoin de dire qu'il existe une possibilité de se sortir du mal de vivre. À partir d'observations sans concession, j'ai réussi à décrypter ce qui m'empêchait de vivre bien, ce qui créait mon mal-être. De nos jours, le mal de vivre se révèle un réel fléau. Dans des statistiques relevées sur Internet, on note qu'il y a un suicide toutes les 40 minutes, 160 000 tentatives de suicide et plus de 11 000 morts par an. On parle beaucoup des accidents de la route, mais bien peu des personnes qui souffrent de ce mal. Le cancer de l'âme. L'aquabonisme de celui qui se répète à longueur de journée. À quoi bon? À quoi bon se lever le matin, respirer, manger, rire, rêver? J'ignore la date de création de cette pensée. Serge Gainsbourg l'a mise en musique. Avant lui, les nihilistes ont joué avec ces mots.
Les punks ont ensuite prétendu que seul le non futur les attendait. Ce mal est-il celui de notre civilisation? Jung prône l'importance de l'inconscient collectif. Serions-nous alors le fruit des pensées de la collectivité? De cette masse que représente l'humanité? Vaste question. Il me paraît raisonnable de penser que nous héritons non seulement du système génétique de nos parents, mais aussi de leur structure mentale. Ainsi un être réceptif et sensible, à l'écoute des autres, perçoit l'univers émotionnel de ses proches, de ses contemporains et s'en imprègne. Dès lors, sous influence, il peut soit se laisser engloutir par la tristesse et le négatif, soit acquérir la capacité de transformer, de positiver ses émissions et la nébuleuse de ce mal de vivre qui gagne les cœurs à l'heure de la mondialisation, de la globalisation qui ne prône guère les mérites du développement personnel. À présent, alors que j'accompagne des personnes qui traversent les écueils dont j'ai souffert, je peux observer les résultats positifs de mon aide. J'ai la sensation que mon histoire peut servir aux autres. Ainsi donc, je vais reprendre les différentes étapes de mon enfance et adolescence jusqu'à l'âge adulte. Des exemples précis démontreront l'installation du mal-être et le fonctionnement mis en place par la personne que j'étais. Ils souligneront comment j'ai ancré et développé ce malaise permanent en moi. Devenu une difficultiste, mot trouvé dans l'encyclopédie qui est, il définit un être qui cherche des difficultés. J'étais une personne qui n'a plus besoin des autres pour se faire du mal. Ce mot sonnait juste. J'ai créé, je le reconnais, ma propre souffrance. Ce faisant, au fil des années, j'ai découvert aussi son antidote et les moyens pour me sentir bien dans ma peau. Ayant dressé un inventaire personnel de mes manies, de mes névroses et de tous mes réflexes réducteurs, j'ai dessiné un mode d'emploi pour profiter le plus pleinement de l'existence et j'ai constitué ma caisse à outils pour bien vivre. Il existe une possibilité de se sortir du mal de vivre, puisque j'y suis arrivé. Et je vais raconter comment. 3. Histoire de personne. Côté père. Né en 1951, j'arrive 5e dans une fratrie de 4 garçons. Norbert, mon père, depuis toujours veut une fille. Ma naissance le comble. Pour lui, elle ressemble, dit-il, à un soleil. Un soleil souvent absent dans sa vie. Norbert voit le jour en 1911. Fils unique, avec un père décédé alors qu'il n'a que 7 ans, il grandit auprès de sa mère. À 26 ans, il trouve l'amour en la personne de Georgette, ma mère. Une fois marié, installé dans une petite ferme du Maine-et-Loire, à la fosse de Meigné sous Douai-la-Fontaine, à un hameau de quelques maisons, ils ont un premier enfant en 1939, juste avant la déclaration de la guerre. Quelques semaines plus tard, Norbert part pour le front. Il ne sait pas qu'il va rester 6 ans prisonnier, 6 ans sans échanger de nouvelles avec les siens. Cette période constitue un passage difficile. Quand il revient d'Allemagne, son fils a presque 7 ans. Ils ne se connaissent pas. On observe déjà que la famille traîne de grosses blessures. Au retour de cette guerre naissent 3 enfants à la suite les uns des autres. 3 années plus tard, c'est moi qui arrive. Après les années de privation et d'angoisse de la guerre, la famille Gélé goûte enfin des moments de douce quiétude sans gros problèmes. Heureux et comblés d'avoir leurs 5 enfants dont une fille tant attendue, mes parents s'aiment. Tout va bien. Pourtant, le 11 septembre 1951, le jour des 40 ans de mon père, tout bascule lors d'une opération de battage. Mon père, accompagné d'un de mes frères, celui qui a 5 ans, va chercher le monte-paille. Sur le chemin du retour, l'accident se produit. Il se fait écraser par la machine et les chevaux. J'ignore où je suis au moment du drame. Je n'ai jamais pu avoir le renseignement. Je peux juste supposer. Ma mère se retrouve seule avec 5 petits. L'enfant soleil devient l'enfant fardeau. Elle a désormais une lourde responsabilité, celle d'élever sa famille nombreuse. Je l'ai dit, j'ai à peine 3 mois. Les jours, les mois suivant la disparition de papa furent effroyables. La vie, la joie désertèrent la maison pour faire place à un silence pesant. Maman m'allaitait. Elle a continué de le faire. Lien intime entre le nourrisson et sa mère, ce rituel n'est pas seulement un acte mais une transmission de l'ordre de l'intime. Les mots parlent, une mère nourrit son bébé. Dans l'amour et la joie, l'enfant reçoit autant de bonheur, dans la tristesse et la dépression, le petit s'abreuve de malheur et de malaise.
Dans l'allaitement comme dans la gestation du fœtus, le moral de la mère joue un rôle capital. De nos jours, des médecins étudient ce genre d'incidence. À mon époque, personne n'y pensait. Il n'empêche. Je ne l'ai pas compris avec ma tête, mais je le crois, mon cœur l'a enregistré. Je grandis donc sans père. Celui-ci a une grande place dans notre existence. Son absence crée un vide affectif et un vide relationnel. Je me pose nombre de questions. Où est papa? Quand le verrai-je? Personne ne me ment sur lui. Ma mère me montre des photographies où il figure avec des compagnons de guerre. Pour ne pas me tromper de personne, je l'encadre en insistant avec le stylo. Voici mon père, je le regarde, je le dévisage, je redessine ses traits avec mes petits doigts qui courent sur l'image. Néanmoins, je ne sais rien de son absence. Quand on me parle de mon père, ma grand-mère, ma mère me le décrivent comme un être exceptionnel. Quel est donc cet homme que je ne rencontre jamais? Rien n'est clair. Qu'est-ce qui rend ma mère toujours vêtue de noir aussi triste? Triste d'une personne que je ne connais pas. Cela m'attriste non à cause de lui mais parce que je le rends responsable de la tristesse de ma mère. Voir ma mère souffrir me fait mal. Avec ma famille, nous nous rendons régulièrement sur sa tombe. Pas vraiment concerné, je me demande souvent s'il est bien là. Cette tombe ne veut pas dire grand-chose pour moi. La plupart du temps, je joue près d'un arbre qui donne des petits fruits en forme de marmite. J'adore ces marmites qui m'occupent pendant la visite. À l'école, je réagis autrement. Je me vois différente des autres enfants qui ont leur papa. Je suis bel et bien sans père. Petit à petit, je prends conscience de son absence, du fait aussi que je ne connaîtrai jamais le son de sa voix, que je ne le verrai jamais, qu'il ne me prendra jamais dans ses bras et que je ne le sentirai jamais, lui, son odeur et la force de ses bras. Je vais devoir vivre avec cette idée dans cette réalité. Quand je souffre, que je pleure pour n'importe quelle raison, je pense que si mon père était là, ce serait différent. À ce moment-là, mon mal de vivre tisse sa toile, mon mal de vivre s'implante. La vie devient difficile par l'absence d'un être. C'est ce que je pense. Mon imaginaire pédale à toute vitesse. Seul avec mes pensées, je me fabrique un petit monde à moi. Quand j'écris cela, je peux voir l'isolement dans lequel je me trouvais alors. Je me souviens d'une image, d'un désir. Tout bébé, emmailloté, je suis dans les bras de mon père assis sur un banc, vêtu d'un costume paysan de velours. Il me regarde avec fierté. Je me sens fière aussi. J'ai la sensation que j'ai toujours eu ce souvenir. Pendant longtemps, je me suis sentie jugée quand je l'exprimais à mon entourage. J'avais d'ailleurs fini par l'accepter. Ceci était un désir mis en image auquel je croyais. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la vérité, ce n'est pas très important. L'image reste intacte. Je garde la réaction de ma mère quand je lui dis. Quand j'étais âgée de 2 mois, et que mon père était encore là, il s'habillait avec un costume de velours et une chemise blanche avec un petit col blanc. Elle m'a tout de suite questionnée. Qui t'a dit cela? Je lui ai répondu. Personne, je me souviens juste quand il me tenait dans ses bras. Moi, j'étais emmaillotée. Il était assis sur le banc, il était habillé avec son costume de velours et sa chemise blanche au petit col rond. Comme je lui faisais une description très précise de la situation, elle ne me cacha pas sa surprise. Pour elle, il était impensable que je puisse m'en souvenir. Peu importe la réalité de cette histoire. Cette image gravée en moi a été très bénéfique tout au long de mon chemin. Souvenir inventé ou réel, ce souvenir de vraie relation avec lui illustre ce que j'aurais aimé connaître et recevoir, la reconnaissance de mon père. La souffrance viscérale du vide affectif et du vide de relation de mon enfance ne me permet pas de me construire intérieurement, bien au contraire, elle enracine le mal de vivre qui naît et pousse à son rythme. Le temps passe. Ma mère élève ses 5 enfants seule. Peu présente à la maison, elle travaille beaucoup. Je continue de me construire mon petit monde personnel alimenté par mon imaginaire et des réflexes morbides engendrés dès l'enfance. Je me plais à répéter que j'aimerais rejoindre mon père dans son paradis. Le temps passe encore. Lorsque ma mère annonce qu'elle va se remarier, j'ai 11 ans. J'accueille cette nouvelle comme une bouffée d'oxygène. Elle va être à mes côtés, puisqu'elle n'ira plus travailler. Enfin, maman va rester à la maison. Ma vie va changer.
J'imagine un futur agréable. Une belle perspective. Nous déménageons pour nous installer dans la ferme de mon beau-père. Seulement l'euphorie retombe vite. Je déchante. Régulièrement, j'entends ma mère murmurer. Tu vois, si c'était ton père, il aurait dit cela, il aurait fait cela, il aurait agi comme ça. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.